Monsieur le Président, je profite aussi de cette occasion pour remercier Monsieur Sagna de m'associer à son jury et de remercier aussi ses encadreurs qui ont permis cela. Me permettre de siéger en même temps que mes aînés, mes camarades. Donc, je vais commencer par le professeur Ibrahima Konaté, qui est directeur de l'UFR des sciences de la santé, qui m'a aussi appris beaucoup de choses étant étudiant en médecine, puisque nous étions côtoyés même durant le stage à la caisse, et même avant à Dakar, au cours de l'internat où ils étaient nos aînés. Et ils constituaient pour nous, et ils continuent de constituer des références. Il préside actuellement au destiné de l'UFR avec beaucoup d'éléments qui sont positivement notés tous les jours dans ses actions au sein de l'UFR. Et nous profitons de ce jury de thèse pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble de l'UFR, l'ensemble de l'UGB, et aussi prier pour que le bon Dieu le laisse encore longtemps devant nous en excellente santé. À côté du professeur Ibrahima Konaté, il y a le professeur Abdoulaye Diop qui est mon jumeau pratiquement, puisque nous avons fait 5 camarades de promo donc à l'université en tant qu'étudiant en médecine. Nous avons cheminé ensemble de la première à la 8e année. L'internat aussi, c'est mon camarade de promo à l'internat, c'est surtout de médecine de Dakar. Ensuite, à l'agrégation aussi, il est mon promo. Donc, c'est vraiment un jumeau pour moi. Et vous ne serez pas surpris lorsque vous venez chez mes parents à Thiès de retrouver sa photo avec moi, donc ensemble, au cours de la graduation de la cérémonie de graduation de l'agrégation de médecine. Et nous étions ensemble. Je profite là aussi de l'occasion pour lui renouveler toute ma gratitude, puisqu'on a aussi des patients en commun, on fait des activités communes en ce qui concerne nos spécialités. Et je profite de cette occasion pour le remercier de sa disponibilité et aussi prier pour qu'il ait une excellente santé. Le professeur Cissé, qui est un chirurgien émérite, qui actuellement est en train de gérer donc la chirurgie viscérale au sein de l'hôpital d'Al Diam, ce qui est un grand challenge pour lui, puisque je pense qu'il a été détaché de l'hôpital Aristide de Dantec, où il est toujours présent d'ailleurs, mais il a une mission, une charge de présider la destinée de la chirurgie au niveau de l'hôpital d'Al Diam de Dakar. Et nous profitons de cette occasion pour prier pour qu'il puisse relever correctement ce challenge et pour que le bon Dieu aussi lui offre une excellente santé. Le professeur Philippe, qui a récemment réussi brillamment au concours d'agrégation de médecine, donc nous profitons de ce jury de thèse pour lui renouveler nos félicitations et lui disant tout simplement que l'agrégation c'est un début, mais ce n'est pas une fin en soi, puisqu'il y a d'autres défis qui l'attendent. Et donc le connaissant ses qualités intrinsèques, nous sommes sûrs qu'il sera tout à fait apte. Si Dieu lui donne une longue vie et une bonne santé, Inch'Allah, donc on prie pour cela, qu'il est tout à fait apte pour relever des défis ultérieurs. Donc un défi qui nous tient à cœur, c'est d'asseoir une bonne base d'anatomie ici au sein de l'UFR. Un bon laboratoire d'anatomie, donc avec tout ce qu'il faut, donc un laboratoire de pointe, et nous sommes sûrs que, connaissant ses qualités, il peut tout à fait relever. Alors, il nous a été demandé de juger ce travail. Nous, en tant que cardiologues, dans un jury de chirurgie générale, de prime abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un travail qui est bien écrit, qui est équilibré. Les références sont actuelles. On a même eu des références de 2017. Donc, il y a des références classiques et des références actuelles, ce qui est bien entendu une excellente chose pour un travail scientifique.
Mais ce qu'on peut dire d'emblée, avant d'entrer au fond des choses, c'est que c'est une thèse qui a été trop chirurgicale, à mon avis. Trop chirurgicale entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de... Je pense qu'il y a eu un peu d'éléments qui ont été enlevés, etc., avec probablement du bistouri. Donc, et je vais vous dire ce que je pense par rapport à certains éléments qui auraient pu peut-être être laissés pour améliorer donc, la qualité du travail. D'abord, au niveau de la page de garde, je vais faire des critiques de forme et de fond en même temps. Au niveau de la page de garde, quand vous dites l'hôpital régional de Saint-Louis, il faut préciser Saint-Louis du Sénégal, parce que nous sommes dans un monde... vous savez qu'il n'y a pas que Sénégal qui a Saint-Louis, il y a Saint-Louis dans d'autres pays. Et c'est un travail qui doit être partagé à travers le monde, donc il faut bien préciser la localisation, la localité. Au niveau de la page 2, dans vos objectifs, lorsque vous faites des objectifs, il faut essayer de faire des objectifs qui sont qu'on peut mesurer, qu'on peut évaluer, et des objectifs réalistes. Parce que si vous avez comme objectif général, à travers cette étude, de participer à l'amélioration de la prise en charge, après on va vous dire comment vous allez évoluer. Donc c'est un objectif qui normalement va être difficilement mesurable. Donc, je pense qu'il faut utiliser des verbes d'action, donc lorsque il s'agit de faire des objectifs. Décrire la prise en charge initiale par les généralistes, toujours à la base au service d'accueil des urgences, et son implication dans la morbimortalité. Moi, j'étais un peu sceptique, mais après, lorsque j'ai vu que vous avez fait des tests de corrélation, donc cet objectif a été bien atteint. Ce qui est très bien parce que les tests de corrélation, ça relève aussi le niveau scientifique de ce travail. Au niveau de la page 7, physiologie de la flore intestinale, vous avez mis les références au niveau du titre. Donc il faut éviter de mettre des références au niveau du titre parce qu'après, lorsqu'on lit le travail, on ne sait pas ce que vous êtes en train de référer, ce dont vous êtes en train de parler lorsque vous citez ces références. Il faut les appeler au fur et à mesure de leur utilisation à l'intérieur du texte, mais pas au niveau du titre. Alors, au niveau de la page numéro 15, la classe hasard et le score Quick SOFA. Vous étiez en train de parler du SOFA, qui est un score créé en 1994 à Paris, etc. Donc, selon si vous mettez les dates et les lieux, après, il faut automatiquement mettre la référence. Sinon, on ne sait pas trop d'où viennent ces informations. Et lorsque je parlais de bistouri dans le travail, c'est que je me suis rendu compte à la première partie, après la lecture de la première partie, je pense que quelqu'un d'autre l'a dit, peut-être c'est le professeur Philippe ou le professeur Cissé, il y a beaucoup d'éléments qui ont manqué, notamment les éléments concernant l'embryologie, mais aussi l'iconographie. Je pense que la première partie a été trop sommaire, donc entre guillemets trop chirurgicale. Je pense qu'il faut quand même détailler et mettre de l'iconographie, ça permet de mieux donc, suivre et comprendre. Mais parce que les chirurgiens sont très pragmatiques et ils vont à l'essentiel, donc je peux comprendre ce qui vous arrive. À la page 26, au niveau des critères d'inclusion, j'avais la même préoccupation que le professeur Cissé concernant la définition. Lorsque vous mettez un tableau d'abdomen aigu chirurgical, c'est assez vague. Donc il faut vraiment préciser parce que c'est une étude prospective. Vous avez inclus les patients selon des critères bien déterminés. Donc il faut énoncer ces critères. Après la méthode, il faut tout de suite mettre les paramètres étudiés. Parce que vous avez fait méthode, vous êtes à la page 26, vous avez parlé des méthodes, recueil des données, ensuite vous avez fait l'analyse statistique. Donc vous analysez quoi? Vous analysez des paramètres étudiés. Donc il faut d'abord parler des paramètres avant de terminer par l'analyse statistique. Donc je pense qu'il faut inverser ce que vous avez vu. Au niveau de la page 29, vous avez un délai de consultation qui était
au-delà de 3 jours pour 35,6 patients, ce qui est important. Pratiquement le tiers de vos patients ont eu un retard de 3 jours avant de consulter, alors que c'est un abdomen chirurgical, normalement, ça fait mal. C'est un ventre qui fait mal. Donc, est-ce que vous avez une explication par rapport à cela? Ça, c'est une question que je pose et qui rejoint un peu la question de la page 30. Vous travaillez sur un abdomen chirurgical, un abdomen aigu chirurgical, et pourtant vous avez des patients qui n'ont pas comme signe fonctionnel une douleur. Donc, comment vous l'expliquez? Parce que vous avez dit que la douleur était présente dans 96,6%. Donc, normalement, ce n'est pas 100%. Moi, je peux tenter à ce que ça soit 100%. À la page 38, même chose, concernant la définition des variables. La définition des variables doit être réglée donc, au niveau de la méthodologie. L'ionogramme sanguin aussi, vous avez eu 34 patients qui ont bénéficié, qui ont eu l'ionogramme sanguin. Pourquoi les autres n'ont pas eu? Étant donné que c'est une étude prospective. Si c'était une étude prospective, on peut ne pas avoir mis ça dans la fiche de recueil. Mais lorsqu'on fait une étude prospective, l'avantage de l'étude prospective, c'est de pouvoir suivre et remplir les différents items pour tous les patients. Au niveau de la page 37, bon, je pense que c'est cette page-là qui justifie, s'il en était besoin, peut-être ma présence dans ce jury, parce que vous parlez d'anomalies hémodynamiques, d'anomalies cardiovasculaires. Je sais que les urgentistes ont d'autres définitions, mais une pression artérielle à 90 mm de mercure, pour moi, ce n'est pas très alarmant. Bon, maintenant, peut-être, il faut aussi mettre dans la balance le niveau de pression artérielle antérieure. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui avait une hypertension artérielle qui n'était pas contrôlée, et s'il y a une chute de, par exemple, 30% de sa pression artérielle, on peut déjà, même si ce n'est pas 90 mm de mercure, le considérer comme quelqu'un qui a un état hémodynamique précaire. L'évaluation cardiovasculaire aussi, je pense, est extrêmement importante. Ça, je m'adresse peut-être à votre co-directeur, le docteur Diédhiou. Avant de faire un remplissage, donc à un patient qui a une détresse comme ça, je pense qu'il serait bien, maintenant qu'on a ces outils-là, c'est disponible, il serait bien d'évaluer la fonction cardiaque. Parce que si on remplit quelqu'un qui a une fonction cardiaque altérée, on va tout de suite créer un œdème aigu du poumon, donc qui peut être plus grave pour le patient. Alors, au niveau de la page 48, là aussi, il y a quelques soucis, mais c'est un souci que vous montrez qui prouve que nous avons encore beaucoup de boulot à faire lorsqu'on est à l'hôpital. Parce que le délai de prise en charge, moi je trouve que c'est un délai de prise en charge qui est long. Donc, un retard de prise en charge dans 60,2% des cas, il y a un retard de prise en charge, ça c'est trop long. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce point de vue-là. Au niveau de la page 50, le tableau sur les différents facteurs de mortalité, là aussi, vous mettez le risque ratio, mais vous mettez entre parenthèses écarté. Donc, on ne sait pas trop si vous parlez du risque ratio ou c'est plutôt des valeurs concernant l'écarté. Donc, si c'est d'autres items qui ne collent pas avec le risque ratio, je pense que c'est une faute pédagogique de le mettre. Il faut éclater le tableau et faire deux tableaux. Un tableau qui parle des écartés et un tableau qui définit le risque ratio au niveau de la page 50. Au niveau de la page 62, délai de l'intervention chirurgicale en fonction des études de la sous-région, je pense qu'il faut, pour une meilleure lecture, pour améliorer la lecture de celui qui exploite le document, il faut tout de suite rappeler, au niveau de ce tableau-là, rappeler le délai que tu as eu au niveau de ton étude. Je pense que ça améliore la lecture. Au niveau de la page 65, vous pointez là aussi, je dois dire un élément important,
c'est l'horaire des décès. Donc c'est les patients qui décèdent alors que pendant que l'effectif est réduit. Donc ça aussi, c'est un enseignement. Je pense que les thèses, ça sert aussi à ça. C'est un enseignement important qu'il faudrait peut-être diffuser au niveau des autorités sanitaires de la zone pour qu'on essaie de voir comment améliorer l'effectivité du personnel soignant 24 heures sur 24. Le même problème est survenu dans la disponibilité des services d'aide aux urgences, notamment les scanners. Moi, je sais qu'à Dakar, dans le public, même à Dakar, à la capitale, dans le public, à certaines heures, on a des difficultés quand même dans les structures publiques, en tout cas, d'avoir une échographie ou bien un scanner. Donc, ce qui pose problème. Et je pense qu'habituellement, les urgences viennent malheureusement à des heures, en dehors des heures de travail classiques, à des heures de garde. Et je pense que la disponibilité H24 doit être assurée partout dans les structures de santé, aussi bien publiques que privées. Alors voilà ce que j'avais à dire concernant ce travail, Monsieur le Président. En parlant un peu, en parcourant ce travail, on sent le sérieux qui anime l'intervenant. Donc M. Assaga Sagna est le porte-drapeau de cette première promotion d'étudiants en médecine de l'UFR des sciences de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas surpris de le voir à ce stade-là, à ce niveau-là. Et comme premier, thèse entre guillemets de cette promotion, puisque Assaga Sagna est connu par son humilité, par son sérieux et par ses qualités intrinsèques. Je sais que ça, en dehors de ses qualités intrinsèques, il a aussi reçu une excellente éducation, aussi bien sur le plan humain, social que sur le plan religieux. Donc ça apparaît dans son comportement de tous les jours et dans ses efficaces. À travers les efficaces, on s'en rend compte. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage à ses parents, pour les féliciter pour l'éducation qu'ils ont eu à éduquer à M. Sagna. Et prier pour que cette thèse ne soit que le début d'une carrière épanouie, aussi bien une carrière au niveau de la médecine qui est très bien épanouie aussi, et un bon épanouissement sur le plan social. Donc je prie pour que le bon Dieu fasse de cette thèse la clé de voûte qui va lui ouvrir les lendemains meilleurs sur le plan social et professionnel. Je vous remercie, monsieur. Merci, professeur Khan. M. Sagna, vous avez reçu des critiques. Ensuite, on vous a posé des questions. Alors, je vous donne la parole pour répondre aux questions, aux préoccupations de votre maître. Et puis également, si vous avez quelque chose à dire à son endroit. Merci, M. Sagna, vous avez la parole. Président, cher maître, professeur Khan, nous vous remercions pour votre participation à notre formation, pour avoir accepté d'assister et de juger ce travail. Nous vous remercions également pour toutes ces critiques que vous avez apportées sur notre travail et que nous allons intégrer pour le rendre meilleur. Nous avons été interpellés sur la question du retard de consultation. Nous avions effectivement défini le retard de consultation comme une consultation qui survient, un patient qui consulte au-delà de 3 jours. Les déterminants de ce retard de consultation sont nombreux. Il s'agissait le plus souvent de 3 types de retards que nous avions décrits. C'était le retard à la décision de consulter, puis lorsque la décision est prise, le retard, l'accès à la structure de santé, parce que nous avons également trouvé dans l'étude que la plupart des patients provenaient des districts d'alentour. Nous en avons eu qui venaient du sud de la Mauritanie, mais également de d'autres régions médicales telles que Louga. Et lorsque cette décision est prise, l'accès à la structure rallongeait le délai de consultation. C'est pour ce qui explique en quelque sorte que nous ayons un si important taux de retard de consultation, lequel retard de consultation lui-même est un facteur de morbidité tel que nous avons montré. Nous avons effectué une enquête, pour la deuxième question, nous avons effectué une enquête prospective
mais nous n'avons pas interféré sur la prise en charge. Pour la question de l'ionogramme sanguin, nous ne demandions pas les examens aux patients, nous laissions le médecin qui l'a reçu le traiter tel qu'il le fait, et nous avons remarqué que l'ionogramme sanguin n'était pas un examen qui était demandé pour tous les patients. Mais également, la partie que nous n'avons pas évaluée, c'est la disponibilité de l'ionogramme sanguin à l'hôpital. Et donc, quand le médecin ne demandait pas, nous n'avons pas cherché à savoir pourquoi le médecin n'a pas demandé cet ionogramme sanguin. Donc, nous avons fait une enquête observationnelle sans interférer sur la prise en charge. Merci beaucoup pour ces questions. Merci, M. Sagna. Alors, nous allons donner la parole au professeur pour faire ses critiques, suggestions, et éventuellement des questions. Professeur, merci, M. le Président, cher maître. Donc, j'ai l'honneur de prendre la parole. Je commencerai donc par remercier mon cher Sylvain de nous inviter dans son jury de thèse. Effectivement, c'est historique, on l'a rappelé, je ne reviens pas dessus. Mais il est quand même important de voir qu'il y a quand même du chemin qui a été parcouru, qu'on en soit là, et nous profitons de cela pour remercier tous ceux qui ont initié cela et qui se reconnaîtront dans nos paroles. Alors, siéger dans ce jury, c'est siéger avec un maître, un grand frère, un ami, le professeur Konaté, qui est un promotionnaire à mon grand frère, qui de facto est devenu un grand frère pour moi, qui nous a effectivement beaucoup encadrés, surtout quand on était interne des hôpitaux. Et je profite de cette occasion pour le remercier. On partage des choses en commun, on a des valeurs que l'on défend. Et je pense qu'en tant que collègue, mais aussi directeur de cette UFR, il a continué, il n'a pas arrêté, en tout cas de rester dans cette logique, hein, d'améliorer les choses pour le bien de notre institution. Donc nous profitons de cela pour le remercier. Nous renouveler tout notre engagement à ses côtés, hein, par rapport à ces différentes missions. Nous avons aussi mon jumeau, comme il dit, le professeur Adama Kane. Finalement, on a été tellement longtemps ensemble qu'on avait même du mal à savoir qui va parler le premier, parce que en fait, on a tout fait ensemble. Depuis la première année de médecine, on a toujours eu les mêmes grades jusqu'à présent. Je pense que ça, c'est pour moi l'occasion de lui renouveler toute cette amitié qu'on a partagée. Hein. On a partagé beaucoup de choses et lui montrer qu'en fait, il n'y a que le bien qui paye en réalité. Je pense que c'est pour moi l'occasion de prier pour lui, hein, qu'on continue à mener à bien ensemble ces missions qui nous ont été assignées et qu'on arrive en tout cas, à améliorer tout ce qu'on fait tous les jours. Et j'espère que ça va continuer. Alors, le professeur Mamoudou Cissé, qui est un jeune collègue peut-être, mais en réalité, c'est un ami de tous les jours aussi. On a tout partagé. Hein. On est voisins tout le temps. Je pense qu'on a... C'est un chirurgien qui est connu. Hein. Je pense qu'on ne va pas revenir sur ses qualités, mais c'est aussi un grand scientifique. Je lui disais tout à l'heure qu'on était tout le temps dans les mêmes jurys, hein, pour juger certains travaux, notamment dans les différents DS, hein, que ce soit en chirurgie ou en imagerie. Mais tout cela pour montrer que c'est parce qu'il a des qualités scientifiques, mais aussi humaines, parce qu'il aurait pu dire non, j'ai pas le temps. Mais il accepte quand même de participer à cela. Et je profite de cette occasion donc pour le remercier, renouveler mon amitié et prier pour lui. Le professeur Philippe Mayanka est connu pour ses qualités, je pense, scientifiques. La preuve, récemment, il a été agrégé, je le félicite pour cela. C'est un grand enseignant, je pense qu'il a la charge de l'anatomie à Saint-Louis, ce qui n'est pas léger. Et je pense que pour lui, ça ne peut être qu'un challenge, hein, de développer cette activité. J'espère qu'on va continuer à développer des choses qui vont nous permettre de rayonner encore plus, hein, comme nous le faisons. Et j'espère que ça va aller de l'avant. Et je te félicite encore une fois de plus. Alors, c'est un travail très intéressant. Moi, quand je vois la prise en charge des abdomens aigus chirurgicaux, je pense qu'on est en train de mener un même travail du côté de l'imagerie. On se rend compte que, effectivement, c'est un problème qu'il faut maîtriser parce que aussi bien pour les apprenants que pour les chirurgiens, parce qu'aux urgences, tous les étudiants vont rencontrer ces cas lors de leur garde. Et je pense que pour moi, c'est l'occasion de remettre quand même certains éléments en place parce qu'on voit que des fois,
On a du mal à... Quand tu vas, par exemple, je donne un exemple simple, tu l'as montré dans ton travail, quand tu vas au Maghreb, que tu dises que l'ASP est l'examen le plus prescrit, les gens vont se dire, il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les standards. Et ça pose d'énormes problèmes. Dire que l'ASP est l'examen le plus prescrit dans les autres domaines chirurgicaux à Saint-Louis, c'est grave. C'est très grave. Et je vais te dire pourquoi. Alors, donc ce travail, il y a quelques critiques de forme. Je pense que mes collègues sont passés dessus, mais moi je vais juste signaler quelques éléments. Quand tu fais une thèse d'exercice médecine, il faut, dans les numérotations, notamment dans la table de matière, essayer de garder une uniformisation. C'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre des chiffres romains. Il faut mettre des chiffres arabes partout. Même s'il faut faire 1, 1, 1, 1, 1, il faut le continuer. 1, 2, 2, 2, ainsi de suite. Éviter de mettre des chiffres romains. Je pense, bon, ça peut-être que ce n'était pas très utilement. Il faut quand même essayer de régler ça. Quand tu vas dans les... toujours dans la forme, quand on fait une étude prospective, même si on n'influence pas, comme tu l'as dit, par l'opération, tu n'es pas en train d'influencer, mais dans la présentation de tes résultats, il y a des choses qui ont manqué, on te l'a dit. Il n'y a aucune iconographie. Il y a un cliché d'ASP qui est mal fait. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on réalise un ASP. Un ASP, quand on montre un ASP sur un cliché, il faut montrer les coupoles, il faut montrer le bassin, c'est-à-dire le pelvis, pour qu'on sache effectivement qu'il n'y a que ça. Parce que s'il y a un croissant gazeux interhépatodiaphragmatique, on ne le voit pas. Rien ne me dit que toi, ton patient, le rectum n'est pas aéré, j'ai aucune information. Donc il faut montrer un cliché complet. Je pense que ça, il faut le corriger. J'imagine que tu as dû couper pour essayer de rendre jolie l'image en montrant le niveau hydroaérique. On est impressionné, mais ça ne suffit pas. Il faut un cliché complet parce que c'est un travail scientifique qui va se retrouver dans des bibliothèques où on parlera science et pas forcément esthétique. Alors, il faut donc des images. Il faut montrer des images le professeur Philippe te l'a dit, il faut montrer des images de scanner qui montrent des occlusions. Il faut essayer même de faire une corrélation anatomo-radiologique en montrant des images au bloc qui vont correspondre à ce que tu as vu. Parce que c'est une étude prospective, ce n'est pas une étude rétrospective. Je pense que c'est une grosse critique qu'on doit te faire. Alors, quand tu arrives au niveau disons des références, il y a aussi un gros problème. Toutes les références ne respectent pas les critères de Vancouver, et les thèses, il faut donner les numéros. À chaque fois que tu donnes une thèse, il faut donner le numéro de la thèse. Il faut qu'on connaisse l'année, l'université et le numéro pour pouvoir le retrouver. Et il faut aussi éviter dans les polices de mettre des italiques des fois de ne pas mettre des italiques. Il faut toujours harmoniser. Tu as eu le temps, je pense, de le voir. Pour ça, tu peux le corriger en une heure, tu peux régler tout ça. Mais ça, c'est vraiment les critiques de forme. Alors, quand on passe maintenant au fond, je ne reviens pas sur les détails dont on parlait, mais je vais par contre insister sur l'ASP. Et ça, c'est vraiment pour l'assistance, pour les étudiants. Les seules indications qui restent pour l'ASP actuellement, tu l'as dit dans ton travail, c'est le syndrome occlusif. C'est-à-dire quand on a un syndrome occlusif, on cherche des niveaux hydroaériques qui disent oui, il y a un obstacle, et on fait en même temps un diagnostic différentiel parce qu'on se dit il faut distinguer l'occlusion mécanique de l'uléus. Là, tu dis qu'il y a occlusion mécanique. Tu dis, selon la topographie, c'est certainement une occlusion sur le grêle ou bien sur le côlon, parce que tu as des niveaux plus hauts, ainsi de suite, comme tu l'as dit. Mais le problème, c'est qu'en 2019, je ne pense pas que mes collègues chirurgiens vont ouvrir un malade avec ces éléments. C'est-à-dire que l'ASP ne peut pas... Et là, la question que j'allais même te poser, c'est est-ce que tu n'aurais pas dû faire une corrélation, en tout cas voir est-ce que tous les patients qui ont eu de l'ASP ont bénéficié d'un scanner après ou pas, ou quels sont les patients qui ont bénéficié d'un scanner. Est-ce que l'ASP a suffi pour aller ouvrir, et ça c'est quand même problématique en 2019, même si c'est... voilà, ça j'insiste dessus. Donc l'ASP n'a de valeur pour dire que oui, il y a probablement une occlusion, il y a probablement une perforation, et ceci, j'insiste dessus parce que même la perforation peut ne pas être diagnostiquée à l'ASP. Quelqu'un qui fait une perforation d'ulcère, qui est perforé, bouché, va avoir 2-3 bulles d'air qui ne seront vues qu'au scanner. C'est-à-dire que toi, tu fais ton ASP, tout est normal, tu dis au patient, rentre chez toi, il va faire son choc septique après. Donc, il faut faire attention. L'ASP ne peut pas être
vraiment la pierre angulaire dans la prise en charge. J'entends depuis des années qu'on parle de grisaille diffuse sur des clichés d'ASP dans le cadre d'un syndrome d'irritation péritonéale. Mais les chirurgiens qui sont ici, ils sont des maîtres de cette école, ne vont pas me démentir que ça ne sert absolument à rien. Ça dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire de dire sur un ASP, il y a une grisaille diffuse, il y a probablement... Ça ne veut rien dire. Pour revenir sur le fait que le scanner, comme tu l'as vu sur l'étude de Maghrébine, le scanner, c'est la pierre angulaire dans les abdomens aigus. Ça, il faut que les étudiants le sachent. Le scanner, même si ça coûte cher, on est limité. Il ne faut pas, comme je le répète chaque fois aux étudiants dans les amphis, on ne doit pas mener une politique de médecine de pauvres. Parce que si on raisonne en médecine de pauvres, on va avoir des diagnostics de pauvres. Le scanner doit être réalisé, de préférence en tout cas, dans un abdomen aigu. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, dans le cadre de l'occlusion, qui est vraiment, disons, la majorité de tes patients, de faire un diagnostic positif, de faire un diagnostic différentiel. Parce que quelqu'un qui a mal, qui a un nuléus, peut faire une pancréatite. Et si tu ne fais pas ton scanner, tu ne feras jamais le diagnostic. Il faudra faire le diagnostic étiologique parce qu'une occlusion, la cause la plus simple, à mon avis, ça peut être une grippe, mais quand c'est une tumeur, celui qui va l'ouvrir à 3 h du matin, il faut vraiment qu'il soit bien conscient qu'il va ouvrir une tumeur. D'accord? Et enfin, le diagnostic de gravité. Parce que si tu te retrouves avec 2 mètres de grêle nécrosée, ce n'est pas la même chose que quand tu vas te retrouver à juste défaire un truc. Donc tout ça c'est important et les étudiants doivent le savoir et il faut que dans ce travail qu'on ait quand même l'algorithme et savoir que le scanner, dans la discussion, ça devrait apparaître, je pense fortement, que le scanner, normalement, doit être vraiment l'examen phare. Après, tu me diras, le rôle de l'échographie, c'est surtout chez les sujets jeunes et les femmes qui sont enceintes, où on va rechercher l'appendicite, ainsi de suite, sachant que même dans ces cas, on peut se retrouver avec des cas difficiles où on aura éventuellement recours au scanner. Donc, je tenais vraiment à insister sur cela. Alors, j'ai quasiment 3 questions peut-être. La première question, c'est est-ce que tous tes malades ont bénéficié des examens d'imagerie dans l'hôpital de Saint-Louis? Parce que si c'est le cas, tu es obligé de mettre dans le cadre d'études, de dire que le service d'imagerie a participé aussi à... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il faudra effectivement décrire le service pour qu'on sache qu'il y avait un scanner, il y avait un appareil d'écho, et ainsi de suite. Alors, la deuxième question, ce serait de ça, comment arrivent les patients en imagerie? Je pense que le professeur Adamakan s'est étonné de se retrouver dans ce jury. Je dis non. Moi, j'ai appris avec des cardiologues à distinguer en fait les défaillances cardiaques et qu'il faut remplir et qu'il ne faut pas remplir. Et c'était important parce que juste l'urgentiste qui est en salle de déchocage, il pose sa sonde, en 2 secondes, il a son diagnostic. Il sait est-ce qu'il doit remplir ou pas. Bon. Donc, comment arrivent tes patients? Parce que si le patient est instable, on ne peut pas l'amener en imagerie, il faut régler son problème en déchocage. Donc, ça, c'est une question, des choses qu'on ne sentait pas dans ton travail. Et enfin, je pense que quand tu as parlé tantôt de counseling par rapport aux patients qui vont être opérés, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que toi qui viens de recevoir ton patient, qui pose un diagnostic probable d'abdomen chirurgical, tu ne peux pas d'emblée dire que oui, il y a de fortes chances qu'on vous opère. Non. Tu n'as pas encore fait ton imagerie pour dire que si le gars il a un nuléus, toi tu dis ouais c'est une occlusion, on va t'opérer. Tu fais ton scanner, tu te retrouves avec un appendagite. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc il faut faire gaffe. Donc ça c'est juste en fait plus des commentaires, hein. Il y a juste quelques questions pour dire que c'est un travail qui est très intéressant, on l'a lu vraiment, on voit que c'est équilibré, on voit que vraiment les références ont été fouillées, il y a eu des corrélations et ça dénote vraiment de la qualité hein, qui nous est reconnue, hein. On ne cesse de se vanter avec nos collègues de Dakar que quand même l'école de Saint-Louis forme de bons étudiants, vous l'avez prouvé avec les différents concours et on est fiers de ça, hein. Ça veut dire que tu as joué le jeu du début à la fin. Et quand on fait ça, on a des qualités humaines. Je pense qu'on s'est connus durant ta formation. On sait que tu as quand même ces qualités humaines qu'ont dû t'inculquer tes parents. Nous profitons de cette occasion pour les féliciter. Féliciter tous ceux qui t'ont encadré, monsieur le directeur, monsieur le docteur Tendeng, le docteur Djedjou, hein, qui ont participé à ce travail. Et nous ne pouvons que te souhaiter un bon vent et
prier pour toi, en espérant que tu auras une brillante carrière en tant que spécialiste ou pas, c'est toi qui vois. Et en tout cas, bon vent. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Diop. Monsieur Sagna, vous avez entendu votre maître, le professeur Blaine Diop, radiologue, donc qui a fait des critiques, mais également qui a fait une mise au point quant à l'imagerie, à savoir l'ASP. Alors je voudrais juste rappeler que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle ère. Il faut photographier l'instant T. À l'instant où nous sommes, voici là où nous sommes, les références, où on voit que nous sommes très loin des standards. Et nous espérons bien que dans 10-20 ans, que nous soyons plus proches des normes. Et donc c'est vraiment l'objet de ces travaux que nous faisons sur les malades de Saint-Louis. C'est pour faire l'état des lieux de tout ce qui existe aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir un point de repère en connaissant ce qui est le standard pour pouvoir avancer. On est tout à fait d'accord que nous ne pouvons pas continuer nous partageons tous le même point de vue de dire qu'on ne peut pas continuer à être les pauvres, les médecins des pauvres, les pauvres des médecins, de faire de la médecine des pauvres. Il faut qu'on avance. D'accord? Et pour ça, je pense que nous comptons sur la génération qui est là et qui va relever le fond. Monsieur Sagna, je vous donne la parole pour répondre à votre question. Ensuite, je vais prendre la parole pour faire des critiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Notre maître, le professeur Ndoye Diop, a apporté beaucoup de compléments à notre étude, des rectifications à apporter également dans notre comportement d'étudiants en médecine, mais également de médecins de garde aux urgences, et marque encore une fois de plus la passion avec laquelle notre cher maître ne cesse de préciser l'utilisation qu'on peut faire de tout ce qui est technologie pour l'aide au diagnostic, mais également les arbres décisionnels qui nous permettent toujours de faire le bon choix de l'examen complémentaire. Pour les questions que notre cher maître nous a posées par rapport à l'utilisation justement de ces ressources d'imagerie, oui, tous nos patients ont bénéficié au moins d'un examen d'imagerie. Et il y en a certains qui en ont bénéficié d'eux. Après un ASP, on pouvait être obligé de passer à un scanner ou parfois après une échographie, un scanner abdominal. Les patients, dès leur admission au service d'accueil des urgences, bénéficiaient d'une mise en condition qui est bien connue des médecins. C'était l'hospitalisation, les voies veineuses, les 4 tuyaux en général et le monitorage, le scope cardio-tensionnel. C'est à la suite de cette mise en condition qu'on pouvait les amener au service d'imagerie où ils bénéficiaient de leur radiographie ou de leur tomodensitométrie. Merci. C'était les questions du professeur Ndoye Diop. Vous dites à l'endroit de votre maître, vous dites quelques mots. Votre maître, il n'est pas sympa. Ce sont des mots de remerciement. Des remerciements parce que c'est un maître que nous connaissons, il est très proche de nous. Nous aimons bien ces cours parce que, comme il l'a dit, c'est de l'iconographie et c'est toujours passionnant. Et c'est avec passion qu'il dispense ces cours-là, qu'il est proche de nous. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Merci. Merci. Donc, à mon tour de prendre la parole. En tant que directeur de thèse de ce travail, dont j'ai assuré la direction avec Dr. Plemler et Dr. Vienne. D'abord, je te remercie, Sylvain, d'avoir au moins accepté de prendre ce travail. Et puis de l'avoir mené à bien jusqu'au bout. C'est un travail très facile. Tu n'es pas spécialiste de chirurgie, peut-être pas encore, mais quand même tu as su mener ce travail. Et cela nous donne l'occasion aujourd'hui de débuter les soutenances de thèse après tant d'années de
travail, ça a été long. Donc ça a été un travail difficile, mettre en place l'IFR. Et c'est l'occasion aujourd'hui de saluer les pionniers et surtout rendre hommage au professeur Diagne qui a été là depuis le début de l'IFR, les premiers jours de l'IFR, jusqu'à aujourd'hui l'aboutissement. Et je pense qu'aujourd'hui, tout l'honneur lui revient, c'est ce qui a été fait, parce qu'il a été là du début jusqu'à la fin. C'est également l'occasion de remercier l'ensemble du personnel, le service pédagogique, le service de finance, le service de documentation. Également remercier aussi, il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous espérons que la cérémonie de graduation va quand même, sera l'occasion de fédérer tout le monde autour de ça. Je peux citer M. Kassietal également, et également le professeur Aminier, qui était là aujourd'hui. Donc ça me donne l'occasion de siéger à côté de mes frères, de mes collègues. Et puis j'ai beaucoup d'affection parce que nous avons fait beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que je suis le plus ancien de tous ici, mais je peux vous dire que nous avons tous été agrégés la même année à Libreville. Et concernant le professeur Kane et le professeur Diop, nous avons tous été ici à Saint-Louis ensemble et nous continuons de travailler ensemble. Le professeur Cissé, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et surtout beaucoup de respect. Le respect par ses qualités intellectuelles, ses qualités de médecin, mais aussi pour son sens de l'humanisme. C'est quelqu'un avec qui je travaille énormément. Aujourd'hui, malgré le fait que je ne suis plus à Dakar, mais je continue à travailler. Et chaque fois que je l'ai sollicité, il est toujours là. C'est l'occasion vraiment de le remercier pour sa fidélité et pour son travail. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je dirais que c'est l'un des meilleurs chirurgiens que nous avons aujourd'hui ici au Sénégal. Ça, je peux vous en témoigner pour le connaître qui je suis. Je travaille beaucoup avec lui et nous continuons de travailler ensemble. Le professeur Philippe également, je le félicite. Je le félicite pour son brillant succès pour l'agrégation. Et comme je lui ai dit, quand on est professeur, ce n'est pas pour seulement les titres, mais c'est le début de quelque chose, c'est de mettre en place des choses. Donc à travers cette thèse, nous avons vu qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a un gap, nous avons des problèmes. Nous avons certes des malades à la prise en charge, elle se fait. Bon, nous avons une mortalité qui est acceptable. Bon, aucune mort n'est acceptable, bien sûr. Mais on peut se dire, avec les conditions dans lesquelles nous travaillons, ça aurait pu être pire. Et ce travail démontre qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il y a des choses à faire. Et c'est pourquoi nous faisons ce travail-là. Et ce travail va servir de plaidoyer pour l'amélioration des conditions également, pour que l'on soit dans de meilleurs standards. Et je peux vous assurer que là, nous avons bon espoir que les autorités nous entendront pour que les choses puissent s'améliorer. Donc je suis directeur de thèse, je ne peux pas être juge de cas. Les critiques ont été faites. Nous avons pris bonne note. Alors, M. Sagnan, j'ai personnellement pris toutes les notes. Et pour assurer mes chers collègues, je peux vous assurer que je verrai personnellement où les corrections soient faites. Il s'agit d'un travail très intéressant que nous allons publier. Sur ce travail, je pense que nous pouvons déjà faire au moins 3 ou 4 publications scientifiques de haute facture, parce qu'il y a des résultats intéressants qui ont été montrés et que nous allons continuer. Alors, quant à M. Sagnan, je voudrais te féliciter, te remercier
Et je pense que sans nul doute, personne ne vous demandera de dire que tu fais partie des meilleurs étudiants sur tous les plans de cette UFR. De par, en tout cas, tes compétences, résultats académiques, mais également sur le comportement. Sylvain a fait son stage en chirurgie, mais on l'a vu à l'hôpital. Il travaille aux urgences. Et pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir, quelqu'un m'a envoyé un email pour te féliciter et de dire tout le bien qu'il a, pour l'honneur et la joie qu'il a ressenti en sachant que tu es ta thèse. Donc je voudrais ici te féliciter et encourager également tes collègues, tes étudiants, tout le monde, de prendre exemple sur Sylvain, en tout cas pour ceux qui sont bons modèles. Aujourd'hui, je pense que sur le Sénégal, nous pouvons dire que nous avons formé des médecins compétents, des secrétaires de compétences qui peuvent prendre en charge correctement les urgences. Ce qui est clair, ça c'est une très bonne chose. Alors je te souhaite, je ne sais pas ce que tu auras comme spécialité, donc on en discutera après. Alors je te souhaite une excellente carrière. Je félicite tes parents pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Je félicite tous tes camarades pour le travail que tu as fait. Et je te souhaite, je ne vais pas te poser des questions. Donc le jury va se retirer de lui-même. Voilà, le jury est réuni pour délibérer. Le président et messieurs les membres du jury, après avoir entendu M. Asseg Sagna dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine au cours de la séance du 7 février 2019 sur le sujet suivant: prise en charge des abdomens chirurgicaux non traumatiques de la lutte au centre hospitalier régional de Saint-Louis, le déclare digne d'être promu au grade de docteur d'État en médecine et décide de lui attribuer la mention très honorable. Également de lui présenter ses félicitations. Vous avez passé l'épreuve et vous n'êtes pas encore de la médecine. Alors pour cela, vous devez vous soumettre à aller devant le public et prêter le serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Applaudissez encore une fois. Applaudissez professeur Gaye. Nous demandons de rester. Il y a une deuxième pièce là qui va passer tout de suite. Ça, c'est la famille. Eh oui. Oui, il faut voir. Merci à mon frère, professeur Al-Makami, Abdoulaye Diop, professeur Kandé,